Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Un hommage tout d'abord à un grand homme, Maxime Aubry, un des derniers survivants du bataillon du Pacifique, nous a quittés ce matin. Le premier tamari volontaire venait d'être promu officier de la Légion d'honneur. Il est décédé à l'âge de 103 ans. Le village tahitien Nouvel Opus revient avec un projet de remblai. Une enquête publique démarre demain. Quid des familles menacées d'expulsion? Vous allez les entendre dans un instant. Le président Édouard Fritsch se bat en France pour la réouverture des frontières en Polynésie. Les professionnels du tourisme, eux, sont mitigés sur la question. Chauffeurs de taxi, employés de location de voitures ou vendeuses de bijoux nous livrent leurs sentiments. Plus de 8000 Polynésiens sont aujourd'hui vaccinés. On en parle avec le docteur Didier Bondou. Il répondra aussi aux questions des internautes. Bonsoir, à tout à l'heure. Journée récréative pour les jeunes adolescents du centre Papanui. Ils ont chaussé leurs baskets pour un moment de partage et de défoulement. Et pour terminer, immersion dans une école du dimanche à Moorea où les savoir-faire ancestraux comme la médecine traditionnelle se transmettent aisément aux enfants. C'est juste magnifique et c'est à voir dans votre rubrique Aïe Fénois. Il était le premier tamari volontaire. Maxime Aubry s'en est allé sur la pointe des pieds ce matin. Promu hier officier de la Légion d'honneur dans l'intimité de sa famille, il allait fêter ses 104 ans dans un mois. Papy Aubry était connu pour être un bon vivant. C'est à ce grand homme que nous rendons hommage ce soir dans ce reportage signé Thomas Terite-Porwarai. Comment rendre hommage à un homme, un combattant qui n'a de cesse de clamer son amour pour son pays jusqu'à un âge très avancé, 103 ans, l'âge de son départ vers des cieux plus apaisés. Il est mort aujourd'hui, en fin de matinée. La mission qui m'incombe ce soir a quelque chose d'inestimable. Maxime Aubry avait cette capacité de rendre les gens heureux à l'écouter chantonner des chansons de sa jeunesse. De cette jeunesse issue d'une génération bombardée, torturée, malmenée, mais surtout révoltée. 1937, il est appelé à servir sous les drapeaux. C'est le début de son engagement. 2 ans plus tard, il est rappelé. Et puis il y a eu cet appel, un certain 18 juin d'un certain général de Gaulle. Nous sommes en 1940, le 11 octobre 1941, il s'engage dans les forces navales. Il est à bord de l'aviso dragueur, le Chevreuil, qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la guerre. Il sera de toutes les campagnes, dans le Pacifique, en Afrique et en Atlantique. Le dernier des anciens combattants s'en est allé. Pour le jeune homme que je suis, le nombre de citations dont il a fait l'objet est impressionnant. La dernière en date, remise en main propre hier par le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, l'insigne d'officier de la Légion d'honneur. Respect et déférence, Monsieur Maxime Aubry. Voilà, Maxime Aubry laisse derrière lui une grande famille, 12 enfants, 26 petits-enfants et 43 arrière-petits-enfants. C'est à eux que nous adressons nos plus sincères condoléances. Eux aussi ne baissent pas les bras, ce sont les familles de pêcheurs qui vivent sur le littoral de Utumauru, menacées d'expulsion à cause du futur village tahitien. L'enquête publique démarre demain à Punaoya et Faa pour remblayer le site. Sur place, une centaine de personnes continuent de faire de la résistance. Nora Mourad et Hiro Terurutua. Alphonse vit ici depuis 1997 et y a élevé ses 3 enfants. À 5 mètres de la plage, plusieurs familles vivent depuis des générations de ce que leur offrent la terre et la mer. Ici, il y a la mer. Des fois, nos jeunes et nous, il y a les hommes qui vont aller pêcher. C'est ça, le gagne-pain ici, c'est tout. Un équilibre précaire qu'ils ne sont pas prêts de lâcher. Ici, personne ne paye de loyer car leurs moyens sont insuffisants. La plupart des gens qui habitent ici, ils n'ont pas de travail. Alors du coup, pour subvenir à nos besoins et pour nous nourrir, on va vendre les pains au chocolat, les fifiris, on se débrouille, la pêche. Ces maisons en tôle se trouvent être dans les plans du village tahitien, un projet monumental de 36 hectares répartis en 16 lots. Dès demain est lancée une étude sur l'impact environnemental du projet, une pression qui s'éternise et une peur de l'expulsion pour ces familles. La direction du service des grands travaux a su tenir compte de leur sort. Ça fait
plusieurs années maintenant, depuis au moins 5 ans, on fait un accompagnement. On a une équipe effectivement qui est en lien avec eux et on a un travail en commun avec l'OPH et le ministère du Logement pour effectivement accompagner les familles en matière de relogement, de façon à ce que quand on arrivera à cette phase de stockage à proximité des zones de travaux, et de toute façon on aura des travaux à faire dans cette zone dans un futur assez proche, on ait pu traiter socialement le cas de chacune de ces familles. Le pays leur propose un appartement dans les hauteurs de Faha pour un loyer avoisinant les 25 000 francs pacifiques. Leur réponse est unanime, s'ils partent, ils ne survivront pas. Si on nous met dans les logements, on ne va pas du tout avancer. La plupart des jeunes, ce n'est pas aussi facile de trouver du travail. On dit qu'on va avoir du travail. Malgré on a des niveaux, on est des hauts niveaux, on est diplômés et tout, on n'a quand même pas de travail. Si on nous dénonce d'ici, pour trouver du travail aujourd'hui, il faut avoir une compétence, il faut avoir un diplôme. Nos jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme. On n'a plus besoin comme notre temps qu'on a travaillé. On apprend sur le tas. Aujourd'hui, il faut que tu vas aller faire une formation. Un manque de revenus qui ne leur permet pas d'envisager l'avenir avec sérénité. Les travaux dans cette zone devraient débuter d'ici le dernier semestre 2021. Et sachez que l'enquête publique à consulter auprès des mairies de Puna Aouia FAA démarre demain pour une durée de 1 mois. Le président du pays est toujours à Paris. On vous le disait hier soir, je me bats aujourd'hui pour que le 1er mai, nous puissions ouvrir nos frontières, a déclaré hier Édouard Fritsch. Ce n'est pas encore acquis puisque le Premier ministre Jean Castex réserve sa réponse. Du côté des professionnels du tourisme, eh bien, les avis sont partagés entre ceux qui veulent voir revenir les visiteurs et ceux qui pensent rouvrir lorsque tout le monde sera vacciné. Kaline Liénard, Vito Tapo et Mirko Vanfo. Des commerces fermés, semblables aux frontières de la Polynésie. À l'aéroport de Tahiti Fa'a, les agences de location de voitures sont quasi désertes. Alors le retour des touristes est attendu avec impatience. Je pense que oui, si on réouvre les frontières le 1er, après de voir non seulement les touristes, ça va nous faire du bien à nous, et pour nos chiffres d'affaires, et pour la location de voitures. Actuellement, on tourne avec les locaux qui ne suffisent pas à notre survie. Ils représentent 10% de notre chiffre d'affaires, alors que là, le reste des pourcentages revient quand même aux touristes. Chez les chauffeurs de taxi, 80% de leur clientèle sont des touristes. Et même si leur économie est au plus mal, le président du syndicat des taxis l'affirme. Il préfère préserver la santé. Ce n'est pas parce que nous allons ouvrir les frontières que les clients vont affluer. Je n'y crois pas. Il vaut mieux vacciner un maximum de personnes. Il faut d'abord finir la campagne de vaccination et ensuite rouvrir les frontières. Dans ce stand du marché de Papeete, la clientèle est plutôt locale et les touristes acheteurs sont rares, même lorsque les frontières étaient ouvertes. Alors le choix est vite fait. Je ne suis pas du tout d'accord parce que du fait que ça fait bientôt, si je ne me trompe pas, 1 an, que justement nous, le peuple polynésien, nous encaissons ce virus. C'était par le coronavirus et maintenant c'est le variant. Donc moi je suis contre. Rouvrir les frontières est-il promesse d'un meilleur avenir économique? Pas sûr pour cette vendeuse de bijoux. C'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi pas bonne nouvelle au niveau de la santé. Parce que... Et au niveau du business? Business, oui, c'est vous, mais d'abord en premier, il faut penser d'abord en premier la santé. Si on n'a pas la santé, mais le travail ne marche pas non plus. La santé n'a pas de prix, un adage soutenu par la majorité de ces professionnels. La campagne de vaccination se poursuit et c'est bien sur elle que reposent tous les espoirs. Et en France, la situation sanitaire est grave. 5000 personnes sont en réanimation. Pour freiner le virus, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'étendre les mesures de restriction à tout le pays à compter de samedi pour une durée de 1 mois. Avec un couvre-feu à 19h, les Français n'auront le droit de se déplacer que dans un périmètre de 10 km autour de leur domicile. Des mesures qui, je le rappelle encore, ne concernent pas les Outre-mer où le virus circule moins. Car en Polynésie, justement, la direction de la santé ne recense que 22 cas actifs, 5 cas supplémentaires depuis hier, seulement 3 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. Plus de 24 200 personnes ont reçu leur première dose de vaccin et on en parle justement avec le docteur Didier Bando. Merci d'être avec nous. Une question générale d'abord. Plus de 8000 personnes sont aujourd'hui vaccinées, plus de 8000 Polynésiens. Est-ce que, comme la grippe, il faut se faire vacciner tous les ans?
Ça, nous l'ignorons pour le moment, compte tenu qu'on n'a pas assez de recul. Je crois qu'on est déjà dans l'objectif de vacciner un maximum de personnes dans un minimum de temps. Et je pense que derrière se suivront les décisions qui seront prises probablement au niveau du pays, de la réouverture des frontières. Tout ça sera fait avec une vaccination maximale de la population. Venons maintenant aux questions des internautes. Élise, il faut absolument se faire vacciner avec Pfizer. Les autres vaccins ne sont pas efficaces du tout ? Pour le moment, sur le pays, il n'y a que ce vaccin-là. Donc, il n'y a pas trop la question à se poser. On aura probablement prochainement le vaccin Moderna, qui est exactement le même vaccin que Pfizer. Il n'y a pas d'autres vaccins pour le moment d'actualité au Fénois. Héréti de Papeete, pourquoi vacciner contre un virus qui n'arrête pas de muter ? Alors, les virus mutent. Maintenant, tout dépend de la quantité de mutations qu'il y a sur le virus. On sait très bien que le vaccin Pfizer, on a du recul, est efficace sur les variants anglais, sur les variants brésiliens, un peu moins sur l'Afrique du Sud, mais il est encore efficace. Maintenant, si la mutation est très importante, c'est sûr qu'il faudra, ils ont les moyens, on a déjà vu qu'ils sont en train de faire des recherches justement sur le virus sud-africain, on peut modifier le vaccin assez rapidement et être assez vite efficace et réactif. Maui de Rayatea, qui dois-je contacter en cas d'effet secondaire après la vaccination ? Alors, tout effet considéré comme secondaire par le patient doit être ramené à son médecin traitant ou au dispensaire et lui-même se chargera de contacter la structure qui est ad hoc au niveau de la direction de la santé. Une dernière question donc de Tehok et de Paea. Pourquoi on garde encore le masque quand on est vacciné ? Tout simplement parce que la contamination n'est pas nulle, même si elle est extrêmement moins importante que chez les patients non vaccinés. Et on arrivera à poser ce masque une fois que la majorité de la population sera vaccinée, justement. C'est le but. Merci beaucoup, Dr Didier Bondou, d'avoir répondu à nos questions. Merci. À mercredi prochain. Et demain, un autre sujet de santé sera abordé avec Terani Richard, l'invité café de votre matinale radio. Elle viendra nous parler de l'endométriose, une maladie chronique encore mal connue en Polynésie. Voilà qui referme ce chapitre santé. Un mouvement social plane sur le centre hospitalier du Taoné, on vous l'annonçait. Nous vous l'annoncions donc en début de semaine. Les négociations ont repris ce matin entre la direction et les 5 centrales syndicales. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective demain. Je rappelle que l'intersyndicale demande l'application du protocole d'accord signé en 2019, comprenant des reclassements et des promotions. En revanche, aucune avancée pour le moment du côté de Motuta, où l'on compte toujours 11 grévistes sur 16 à la société de dépôt d'hydrocarbures STDP. Comme vous le voyez sur ces images, les grévistes déposent chaque matin et récupèrent chaque soir les pancartes où sont écrites leurs revendications. Parmi elles, des faits de harcèlement par un manager selon les grévistes et le syndicat CSIP qui les représente. Le mouvement de grève qui a débuté vendredi dernier n'a pour l'instant trouvé aucune issue. Un peu d'optimisme avec les adolescents du centre Papanui qui ont retrouvé le chemin du gymnase et des rebonds capricieux du ballon de basket. Certains ont bien évidemment un goût prononcé pour la compétition. Rencontre avec des jeunes gens bien dans leur basket avec Stéphane Ratino et Jacques Damour. Ne rien lâcher, aller chercher sans douter la victoire. Les jeunes du centre Papanui, en retrouvant le gymnase, renouent avec les vivas, l'énergie du sport et la joie des triomphes. Un mélange de jeu et d'adresse où la sincérité de leur réussite dit vraiment un état d'esprit, aller au bout de soi-même. Les autres équipes n'ont pas gagné, alors ils se fâchent, quoi, tu vois. Ils se fâchent et ils disent, après ils se fâchent, ils pleurent, ils disent non, c'est eux qui ont gagné, c'est pas nous, tu vois. Voilà. Toi, tu es toujours là en train de motiver les copains. Tu dis vas-y, je te félicite, voilà. Tu es manager, tu es le capitaine. Voilà, c'est ça. Tu as gagné ce matin ou pas? Oui, j'ai gagné. Attends. C'est important de gagner, c'est important de marquer des points face aux copains. Oui. Et casque-ball, lance panier, devant. C'est pour gagner. Et tu as gagné ce matin? Donc il reste encore une demi-heure pour gagner. Et tu es motivé pour gagner? Oui. J'ai été bien au basket et tout ça. C'est heureux avec le centre de Papanui. Donc tu es contente ce matin d'être ici au basket, hein? Tu es heureuse, hein? Oui. Ainsi, 6 mois sans sport pour cause de confinement n'ont en rien altéré la motivation de ces jeunes sportifs. Le sport vécu de manière ludique a toujours quelque chose d'enfantin, cette part de lumière qui adoucit le jour. Il est une manière de grandir par l'émulation parfaite avec
et face aux autres. Ils ont envie de s'entraîner pour faire un peu de compétition, pour gagner. C'est vrai qu'il n'y a pas sur le territoire de tournois en basketball adapté. C'est quelque chose qui serait à construire et à développer. Voilà, on a bon espoir que ça se mette en place, notamment avec d'autres structures qui font le même travail que nous. Ouais, ils s'entraînent, ils ont envie de gagner. C'est le challenge. Le basket certes, mais pas que. Les sports de combat ont également la cote. Ils participent à donner des réflexes et à améliorer la motricité. Pour certains jeunes, la boxe est une affaire de filiation. Ils connaissent et adorent. Tu aimes la boxe alors? Ouais, papa, la boxe. Ok. Le jeu, vraiment. Et tu aimes faire ça toi? Tu aimes boxer? Voilà, point, pied, et le police. Je trouve qu'ils sont super motivés pour faire de la boxe parce que c'est une nouvelle activité qu'ils découvrent. Et pareil pour le taekwondo, et étant donné que j'en ai fait auparavant, donc ça ne me dérange pas d'apprendre. L'esprit d'équipe, au centre Papa Nui, les champions sont de retour, et cela sans aucun faux rebond. C'est ce qui s'appelle être bien dans sa tête et dans son corps. Et à l'approche de la fin de l'année scolaire, c'est le moment pour les jeunes de 3e du collège de Hao de choisir une orientation au sein même du CETA de l'établissement. Durant 3 jours, la centaine d'élèves a pu découvrir les formations professionnelles proposées. Depuis 1999, le CETA de Hao intégré au collège propose 2 types de CAP, l'hôtellerie à travers la restauration et la gestion du milieu marin, comme nous l'explique cet élève de seconde au micro de Mathieu Alou. Aujourd'hui, nous avons préparé des rochers de coco. Tu vois? Ah ouais. Avec des cocos locales? Oui. C'est fait à base de sucre et d'œufs. Ainsi que des madeleines. On a reçu tous les élèves du collège de 3e afin de leur faire découvrir les filières que l'on proposait pour leur avenir, que ce soit les GEM au niveau des produits de la mer, du travail des poissons, de la pêche lagonaire, etc. Ou du PMH, où ils vont pouvoir réaliser de la cuisine, du service, de l'hébergement. En fait, c'est pour leur proposer des solutions d'avenir. Voilà, et parallèlement à leur scolarité, 2000 enfants sont sous mesure judiciaire. C'est à voir en première partie de votre émission Vevo, le magazine de la rédaction, un premier magazine qui sera suivi d'un 13 minutes sur le Matava'a, le festival des arts marquisiens. En voici un extrait. Et forcer quelqu'un à un acte sexuel s'appelle la violence sexuelle. Ouais, bravo! Là, on a parlé beaucoup de violences sexuelles parce que malheureusement, en Polynésie, ce qu'on voit chez nous, donc à la MCPF, c'est que là, on procède à des auditions de mineurs victimes d'agressions sexuelles et on s'aperçoit en fait que dans les tranches d'âge, c'est justement à partir de l'âge de 9 ans et plus. Alors bien souvent, en fait, quand on intervient dans une classe, à la fin, je ne dirais pas tout le temps, mais ça arrive souvent, que des enfants en fait nous interpellent et nous parlent en fait de leurs violences, des violences qu'ils ont subies. Alors bien souvent, ce sont des violences sexuelles. Et du coup, on les prend à part et on essaie de discuter avec eux pour essayer de comprendre si les parents sont au courant, s'il y a une procédure avant ou pas. Selon les statistiques métropolitaines, dans une classe comme celle-ci, 5 enfants sont victimes d'abus sexuels. Voilà, Vevo, c'est juste après ce journal. Enfin, pour clore ce journal, immersion dans une école du dimanche sur l'île Sœur. Outre la foi, c'est là que se transmet aussi la culture polynésienne et les savoir-faire ancestraux, les bases d'une appartenance à une terre. Ainsi, les enfants et les adolescents participent à différents ateliers. Le but, transmettre les recettes de médecine traditionnelle pour ne pas dépendre des produits industriels. Stéphane Ratino et Jacques Damour. Un petit coin de paradis, un morceau du jardin d'Éden, l'école du dimanche s'enivre de parfums buissonniers. La connaissance est là sous nos yeux et demande seulement à se laisser cueillir. Chaque semaine, ces jeunes enfants vont à la rencontre de leurs racines, là, près de l'arbre. À qui veut écouter les conseils des anciens, la nature offre bien des possibilités. La pharmacopée, cette idée de la médecine traditionnelle est en partage, presque de nature spirituelle. Au cas où je tombe malade, je sais déjà comment il faut faire les raas. Nos parents nous ont inculqué, on a devant nous notre médicament, notre médecine traditionnelle. On transmet à nos enfants, à nos jeunes. C'est pas évident, mais ça commence.
Alors, pareil au secret des maisonnées de jadis, les animatrices de l'église protestante transmettent les recettes séculaires. Ici, c'est pour la toux. Il faut les feuilles de ahia, c'est un fruit rouge, des réas, ensuite du canne à sucre et une moitié de citron. L'addition des ingrédients se mélange des vertus, toute une dynamique de vitalité dont les anciens ont éprouvé dans leur corps la dimension curative, une longue chaîne d'union, un héritage spirituel pour les jeunes générations. J'ai remercié le Seigneur pour nous avoir donné ce savoir-faire. À la maison aussi, on fait le ra'a avec Tonton Paul. Et là donc, on apprend plein de choses, quoi. Et toi, tu voudras le transmettre à tes enfants plus tard aussi? Oui, pour éviter qu'ils vont chercher des ra'a industriels. Le spectacle de la nature guérit de tout, dit-on en philosophie. La luxuriance de la nature en Polynésie est comme une bénédiction pour les humains. Pour les croyants, elle est ce don fait par Dieu aux enfants de sa création. C'est en cela que cet enseignement des médecines traditionnelles rencontre la foi. Dieu, c'est la terre, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est toutes ces richesses qui nous entourent. Et c'est tous ces moyens qu'il nous donne aussi parce que, comme nous l'enseigne aussi notre mythologie, donc Taroa, il a donné toutes les parties de son corps justement pour créer le monde. Chaque dimanche à Moorea commence ainsi, par ce rituel, ce petit verre de raou. Ici, le mélange des dons de nature nettoierait le corps. Quel que soit l'âge, tous les participants se prêtent avec plaisir à cette tradition. Les plus jeunes des enfants aussi. À l'école du dimanche, ils découvrent également des recettes de boissons à rebours des sodas industriels. Avec évidence, l'éducation va d'âge en âge. C'est bon aussi pour la santé, boire du citron. Et tu aimes boire du citron? Tu en bois à la maison aussi? Oui, avec le sucre. Ah, ici c'était sans sucre? C'est bon. Maintenant, nous, on apprend nos enfants pour le ra'amahui. Là, comme là, à l'accueil, hein, à chaque fois qu'on vient tous les dimanches matins, on leur donne du ra'amahui. Et les enfants, ils sont intéressés, ils ont les grands yeux émerveillés chaque fois. Les enfants, ils sont intéressés par le ra'amahui. L'école du dimanche est un lieu d'apprentissage basé sur les Écritures pour que corps et esprit cheminent ensemble en pèlerin du tendre. Voilà, c'est sur ce beau reportage que se referme donc cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Maxime Aubry, un des derniers survivants du bataillon du Pacifique, nous a quittés ce matin. Le premier tamari volontaire venait d'être promu officier de la Légion d'honneur. Il allait fêter ses 104 ans le 29 mai prochain. Une veillée se tient actuellement chez sa fille, Afa'a. Voilà une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre « Décès du vétéran Maxime Aubry ». Tahiti Info, tout un monde de palmiers à Ponui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Vevo, qui, je vous le disais, s'intéresse ce soir aux enfants victimes de maltraitance, et au Mataba'a. 20 heures, un documentaire sur les soignants ultramarins. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.